Alexandre le Grand, un nom synonyme de conquête et d'ambition, est né à Pella, la capitale du royaume de Macédoine, en 356 avant Jésus-Christ. Son père était le roi Philippe II, un dirigeant redoutable qui avait unifié une grande partie de la Grèce, et sa mère était Olympias, une femme connue pour sa personnalité féroce et ses prétentions à une ascendance divine. L'éducation d'Alexandre fut un mélange de privilèges et d'éducation rigoureuse, digne de l'héritier d'un royaume puissant. Dès son plus jeune âge, Alexandre fit preuve d'une intelligence exceptionnelle, d'une ambition débordante et d'une soif de connaissance insatiable. Reconnaissant le potentiel de son fils, Philippe II fit appel au plus célèbre savant du monde grec, Aristote, pour être le tuteur d'Alexandre. Pendant plusieurs années, dans le cadre paisible du temple des nymphes de Miésa, Aristote transmit au jeune Alexandre l'amour de la philosophie, de la littérature, de la politique et du monde naturel. Cette éducation allait façonner la vision du monde d'Alexandre et influencer ses décisions lorsqu'il entreprendrait ses conquêtes. Les enseignements d'Aristote cultivèrent chez Alexandre la croyance au pouvoir de la raison, l'importance de l'observation et l'appréciation des cultures diverses, autant d'éléments qui allaient se manifester dans ses années ultérieures. Lorsqu'il atteignit l'adolescence, Alexandre avait déjà fait preuve d'une équitation exceptionnelle, d'une perspicacité militaire et d'un tempérament fougueux qui allait lui être très utile sur le champ de bataille. Cependant, c'est sa curiosité insatiable et sa soif de connaissance, inculquée par Aristote, qui le distinguaient vraiment. Les leçons apprises à Miésa allaient guider Alexandre dans sa transition d'étudiant en philosophie et en politique à celle de souverain destiné à conquérir le monde connu. L'enseignement d'Aristote eut un impact profond et durable sur Alexandre le Grand. Le philosophe inculqua à son élève un profond respect pour la culture, la littérature et la pensée grecque, qu'Alexandre allait plus tard emporter avec lui dans ses campagnes. Cependant, Aristote le mit également en garde contre l'ambition excessive et les dangers de la tyrannie. Ironiquement, ce sont précisément ces avertissements qu'Alexandre allait apparemment ignorer en construisant son empire. Malgré cela, les enseignements d'Aristote sur la logique, la rhétorique et l'éthique dotèrent Alexandre des compétences nécessaires pour gouverner et inspirer ses troupes. Le jeune roi devint connu pour ses discours persuasifs, son aptitude à élaborer des stratégies et son charisme qui attirait les partisans à sa cause. Tout au long de ses conquêtes, Alexandre allait faire preuve d'une intelligence vive et d'une remarquable capacité d'adaptation, marque distinctive de l'enseignement d'Aristote. La relation entre Alexandre et Aristote ne fut pas sans complexité. Au fur et à mesure que les ambitions d'Alexandre grandissaient, il commença à remettre en question certaines des opinions de son ancien tuteur. Par exemple, alors qu'Aristote croyait à la supériorité intrinsèque des Grecs sur les barbares, les interactions d'Alexandre avec les peuples conquis et sa vision d'un empire unifié suggéraient une compréhension plus nuancée de la diversité culturelle. En fin de compte, l'influence d'Aristote sur Alexandre fut multiforme et durable. Le philosophe fournit à son élève une base solide en matière de pensée critique, de stratégie et de leadership, tout en lui inculquant l'amour du savoir et la fascination pour le monde au-delà de la Grèce. Cette combinaison unique de rigueur intellectuelle et de soif de conquête allait faire d'Alexandre le personnage légendaire qu'il est devenu. À l'âge de 20 ans, Alexandre hérita du trône de son père après l'assassinat de Philippe II en 336 avant Jésus-Christ. Alors que certains y virent une occasion de contester la domination macédonienne, Alexandre affirma rapidement son autorité et écrasa sans pitié tout soulèvement potentiel. Il soumit rapidement les factions rebelles de Thrace et d'Illyrie, démontrant ainsi ses prouesses militaires et sa détermination à maintenir les alliances grecques durement acquises par son père.
La Grèce étant en sécurité, Alexandre se tourna vers son but ultime, conquérir le vaste empire perse à l'Est. Cette ambition était un objectif de longue date de son père, et Alexandre était déterminé à la réaliser. Il rallia les cités-États grecques sous la bannière d'une croisade panhellénique, présentant l'invasion comme une revanche pour les incursions perses passées en Grèce. En 334 avant Jésus-Christ, laissant Antipater, un général chevronné, comme régent à sa place, Alexandre franchit l'Hellespont, le détroit étroit qui sépare l'Europe de l'Asie, avec une armée d'environ 35 000 hommes. Cette force, relativement restreinte, comprenait des soldats macédoniens et grecs aguerris, dont la célèbre cavalerie des Compagnons, connue pour sa loyauté et ses prouesses au combat. L'armée d'Alexandre était une force redoutable, dotée d'armes et de tactiques de pointe, perfectionnées au fil des ans de guerre. Le cœur de son armée était constitué de la phalange, une formation serrée d'infanterie armée de longues piques appelées saris. Ce formidable mur de boucliers et de lances était soutenu par une infanterie légère, des archers et une cavalerie, formant ainsi une force de combat souple et puissante. La traversée de l'Hellespont fut un acte symbolique chargé d'histoire. Elle marqua le début de l'audacieuse campagne d'Alexandre contre le puissant empire perse dirigé par le roi Darius III. Les Perses, pris au dépourvu par la soudaine avancée macédonienne, rassemblèrent à la hâte une armée pour affronter les envahisseurs. Les deux forces s'affrontèrent au Granique, une rivière du nord-ouest de l'Asie mineure, marquant ainsi la première grande bataille de la campagne perse d'Alexandre. La bataille du Granique, en 334 avant Jésus-Christ, fut une victoire éclatante pour Alexandre. Bien qu'inférieure en nombre, l'armée macédonienne, grâce à ses tactiques supérieures et à la bravoure personnelle d'Alexandre lui-même, mit en déroute les forces perses. Cette victoire provoqua une onde de choc dans tout l'empire perse et fit d'Alexandre un chef militaire redoutable. Après son triomphe au Granique, Alexandre poursuivit sa progression vers le sud, libérant les cités-États grecques de la côte ionienne qui étaient sous domination perse depuis des siècles. Les villes l'accueillirent en libérateur, renforçant ses forces et ses ressources alors qu'il se préparait à sa prochaine confrontation avec Darius. Section 5. Triomphe au Granique. Établir la puissance militaire d'Alexandre. La bataille du Granique fut bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle témoigna de l'audace et du génie militaire d'Alexandre. Il mena sa cavalerie des Compagnons dans une charge audacieuse à travers la rivière, perçant les lignes perses et semant le désarroi dans leurs rangs. Cette manœuvre décisive démontra la volonté d'Alexandre de prendre des risques calculés et sa capacité à inspirer ses troupes par l'exemple personnel. La victoire du Granique eut d'importantes implications stratégiques. Elle permit à Alexandre de sécuriser ses arrières et ses lignes de communication avec la Grèce, ainsi que de prendre le contrôle de ressources et d'une main-d'œuvre vitale en Asie mineure. Cette victoire servit également de puissant outil de propagande, mettant en évidence la puissance de l'armée macédonienne et le leadership d'Alexandre auprès de ses ennemis comme de ses alliés potentiels. La défaite perse au Granique provoqua une onde de choc dans tout l'Empire. Darius, qui avait d'abord dédaigné la menace macédonienne, prit conscience de la gravité de la situation et commença à rassembler une armée massive pour affronter Alexandre. Pendant ce temps, le roi macédonien poursuivit son avancée vers l'Est, s'emparant de villes clés et consolidant son contrôle sur l'Asie mineure. La scène était prête pour une confrontation décisive entre les deux plus grandes puissances de l'époque, un choc des civilisations qui allait déterminer le sort du monde connu. Alexandre, enhardi par ses premières victoires, était déterminé à démanteler l'Empire perse et à établir sa propre domination de la Grèce à l'Indus. Section 6. Issos et Gaugamel, les défaites cuisantes de Darius. En 333 avant Jésus-Christ, l'armée d'Alexandre rencontra les forces de Darius III à Issos, une étroite plaine côtière du sud de l'Asie mineure.
Bien qu'étant largement surpassé en nombre, Alexandre remporta une nouvelle fois la victoire. Son brio stratégique et la discipline de ses troupes se révélèrent trop forts pour l'armée perse, même avec Darius à sa tête. La bataille d'Issos fut une défaite cuisante pour les Perses. Darius, craignant pour sa vie, s'enfuit du champ de bataille, laissant derrière lui sa famille, qui fut capturée par Alexandre. Cette victoire renforça encore la réputation de génie militaire d'Alexandre et envoya un message clair au roi perse. Son empire était au bord de l'effondrement. Déterminé à porter le coup de grâce, Alexandre s'enfonça plus profondément au cœur de l'empire perse. En 331 avant Jésus-Christ, les deux armées se retrouvèrent à Gogamel, près de l'actuel Mossoul, en Irak. Cette fois, Darius avait rassemblé une force encore plus importante, comprenant des chars à faux et des éléphants de guerre, dans l'intention d'écraser les Macédoniens. Malgré la situation, Alexandre remporta une nouvelle victoire éclatante à Gogamel. Ses tactiques magistrales, notamment une feinte retraite qui attira la cavalerie perse dans un piège, neutralisèrent l'avantage numérique perse. Darius prit une nouvelle fois la fuite, laissant Alexandre maître incontesté de l'empire perse. Section 7. Une ville forgée à son nom, Alexandrie, et la fusion des cultures. Au fur et à mesure que les conquêtes d'Alexandre s'étendaient, il prit conscience de la nécessité de gouverner les différentes terres et les différents peuples sous son contrôle. Sa vision allait au-delà de la simple domination militaire. Il cherchait à créer un nouvel ordre mondial, une fusion des cultures grecques et orientales. Cette ambition se manifesta clairement dans la fondation de villes, dont la plus célèbre fut Alexandrie en Égypte. Fondée en 331 avant Jésus-Christ, Alexandrie jouissait d'une position stratégique à l'embouchure du Nil, ce qui la destinait à devenir un centre majeur du commerce. La ville fut conçue à grande échelle, avec de larges avenues, des bâtiments publics imposants et une bibliothèque renommée qui allait abriter la plus grande collection de savoirs du monde antique. Alexandrie devint un creuset de culture, attirant des Grecs, des Égyptiens, des Perses et d'autres peuples en quête d'opportunités et d'une nouvelle vie. Alexandre encouragea les mariages mixtes et les échanges culturels, convaincu que cela renforcerait son empire et créerait un héritage durable. Il adopta les coutumes et les vêtements perses aux grandes dames de certains de ses compagnons macédoniens et encouragea ses soldats à faire de même. Section 9. La bataille de l'Hydaspe face au roi Poros et aux limites de l'ambition. La bataille de l'Hydaspe, en 326 avant Jésus-Christ, fut l'une des batailles les plus difficiles d'Alexandre. Le roi Poros, puissant souverain du nord-ouest de l'Inde, commandait une armée redoutable, comprenant des éléphants de guerre que les Macédoniens n'avaient jamais rencontrés auparavant. La bataille fit rage pendant des heures, les deux camps se livrant à un combat acharné. Alexandre, toujours aussi brillant tacticien, employa une stratégie astucieuse, utilisant une manœuvre de flanc pour déborder les forces de Poros. Les Macédoniens, malgré leur peur initiale des éléphants, finirent par prendre le dessus, infligeant de lourdes pertes à l'armée indienne. Malgré sa victoire, Alexandre fut profondément impressionné par le courage et la détermination de Poros. Il traita le roi vaincu avec respect et l'autorisa à continuer de régner sur son royaume en tant que vassal macédonien. Cet acte de clémence était caractéristique d'Alexandre, qui cherchait souvent à se réconcilier avec ses anciens ennemis après les avoir vaincus. La bataille de l'Hydaspe marqua un tournant dans les campagnes d'Alexandre. Tout en démontrant son génie militaire, elle mit également en évidence les limites de l'endurance de son armée et de ses propres ambitions. La campagne exténuante en Inde et la rencontre avec les formidables forces indiennes eurent un impact sur l'armée d'Alexandre, entraînant le mécontentement et le désir de rentrer chez soi. Section 10. Un héritage inégalé. L'impact durable d'Alexandre. En 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans,
Alexandre le Grand mourut à Babylone dans des circonstances mystérieuses, peut-être du paludisme, de la fièvre typhoïde ou d'un empoisonnement. Son empire, qui s'étendait de la Grèce à l'Inde, était le plus vaste que le monde ait jamais connu, mais il se révéla éphémère. Sans sa présence unificatrice, ses généraux, connus sous le nom de diadoques, se partagèrent son empire, ce qui entraîna des décennies de guerre. Malgré sa mort prématurée, l'héritage d'Alexandre perdura. Ses conquêtes propagèrent la culture et la langue grecque dans tout le monde antique, inaugurant l'époque hellénistique, une période d'épanouissement intellectuel et artistique considérable. Sa vision d'un monde unifié, bien qu'ayant échoué, inspira les dirigeants et les rêveurs pendant des siècles. Les prouesses militaires d'Alexandre révolutionnèrent l'art de la guerre. Ses innovations tactiques influençant les chefs militaires pendant des générations. Il est considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Son nom étant synonyme d'ambition, de courage et de génie stratégique. Cependant, son héritage est également complexe, marqué à la fois par la conquête et les échanges culturels, la brutalité et les lumières. Aujourd'hui encore, Alexandre le Grand continue de fasciner et d'inspirer. Il demeure un sujet de débat et de discussion, sa vie et ses exploits témoignant du pouvoir durable de l'ambition, de l'attrait de la conquête et de l'impact durable d'un seul homme sur le cours de l'histoire.